La parole est à Monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, le programme de stabilité qui nous est transmis, qui doit être transmis à la Commission avant le traité de ville, est évidemment un document important qui s'accompagne du programme national de réforme. Et compte tenu de l'importance que revêt ce document, notamment au sein du processus européen de surveillance et de coordination des politiques économiques, je ne peux que me féliciter de la tenue de notre débat ce soir. C'était un souhait de la commission des finances et nous nous en réjouissons, même s'il n'y a pas de vote au Sénat. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter quelques instants sur le scénario macroéconomique qui a été retenu par le gouvernement, que l'on peut qualifier de raisonnable. Il est porté par une reprise plus vigoureuse qu'escomptée depuis le printemps 2017, avec une croissance, ça a été dit à l'instant par les ministres, de 2% du PIB. C'est donc un contexte porteur et dans lequel s'inscrit ce présent projet de loi de programmation de stabilité qui est marqué par une révision à la hausse des prévisions de croissance. Cela concerne donc 2018, avec un niveau légèrement inférieur à la moyenne des estimations, mais également 2019, dont l'hypothèse retenue s'établit ainsi dans la fourchette haute des estimations disponibles. Enfin, sur la période de 2020-2022, il est fait l'hypothèse d'une croissance stable. On peut donc considérer que le gouvernement retient un scénario intermédiaire entre le FMI et le consensus des économistes. L'hypothèse d'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB est également essentielle, puisque le déficit public est très largement sensible davantage qu'à la croissance. Le gouvernement avait fait preuve jusqu'à maintenant de prudence dans le cadre de la loi de finances pour 2018, en retenant une hypothèse d'élasticité unitaire de 1. Le présent projet de loi de stabilité est construit avec une hypothèse d'élasticité revisitée à la hausse de 0,1 point. C'est une prévision qui est donc plausible, mais il faut noter, c'est un petit peu inédit, que l'élasticité resterait sur 3 exercices consécutifs, 3 années consécutives, supérieure à l'unité. C'est pas arrivé depuis, c'est arrivé qu'à une seule reprise au cours de ces 25 dernières années. C'est arrivé exclusivement entre 1999 et 2001. C'est donc à Paris. Vous avez évoqué, messieurs les ministres, la question du rythme de remontée des taux d'intérêt. Ça s'avère évidemment totalement décisif pour les finances publiques. Et je constate qu'en l'espèce, le gouvernement fait preuve d'une grande prudence, peut-être trop, puisque vous retenez une hypothèse de taux d'intérêt 2 fois plus rapide que celle anticipée par les différents organismes et anticipée également par nos autres partenaires européens. La majorité de la zone euro voit moins de remontée de taux d'intérêt que vous. Et concrètement, si l'on prenait le scénario de remontée de taux d'intérêt du consensus forecast, la charge d'intérêt de l'État serait inférieure à 8 milliards d'euros. Donc on peut s'interroger, n'y a-t-il pas là une forme de réserve de précaution qui devrait vous permettre, si finalement les taux d'intérêt remontaient comme le considèrent les autres pays, qui vous permettrait d'absorber d'éventuels dérapages constatés sur les dépenses pilotables. Alors, ce scénario, je ne m'y arrête pas, nous sommes d'accord, il est donc raisonnable. Il faut toutefois considérer que ce cadrage, et vous ne l'avez pas caché, reste soumis à des aléas importants. Bruno Le Maire en a évoqué un certain nombre. Au niveau international, nous avons notamment les risques de guerre politique américaine, avec les orientations de la politique commerciale, qui sont susceptibles de peser sur la croissance mondiale, qui sont susceptibles de déclencher une spirale précautionniste. Nous avons également des risques liés à la correction des marchés actions. J'espère que nous n'aurons pas de krach boursier, mais nous pouvons avoir des corrections importantes. Vous l'avez également évoqué. Nous avons le risque de remontée de taux d'intérêt qui a également été invoqué. Bref, autant de sujets préoccupants au niveau international. Au niveau européen également, puisque nous avons des incertitudes sur un certain nombre de positions des économies dans la zone euro, sur le rythme de croissance, et des inquiétudes en particulier liées au Brexit ou à la situation politique en Italie. Enfin, au niveau national, nous avons toujours le risque d'événements exceptionnels qui pourraient peser sur la croissance, mais nous avons aussi l'hypothèse que l'appareil productif français ne parviendrait pas à répondre à la hausse de la demande qui serait adressée. Et enfin, nous avons aussi une inquiétude sur le dynamisme du crédit aux entreprises non financières et aux ménages. Je crois que les simulations qui ont été issues des 2 scénarios qu'a réalisé la Commission des finances, des scénarios alternatifs plus pessimistes ou plus optimistes que ceux du gouvernement, confirment le caractère central des hypothèses macroéconomiques sous-jacentes au présent projet de stabilité, de programme de stabilité. Alors,
Je voudrais venir maintenant à l'analyse de l'exécution budgétaire, puisque, ça a été souligné, on peut s'en réjouir, la France va sortir du volet correctif du pacte de stabilité dès cette année. Et le doute concernant l'exercice 2019 étant en grande partie levé par l'amélioration de la conjoncture. On peut évidemment s'en réjouir. Plus globalement, l'amélioration du contexte macroéconomique devrait permettre un redressement accéléré de la situation des finances publiques au cours de quinquennat. Il convient cependant de s'interroger sur la pérennité de ce redressement dès lors que le retour à un déficit nominal inférieur aux 3% tient à la reprise économique et, ça a été expliqué en partie corrigé par le ministre, par le dynamisme des prélèvements obligatoires, et c'est dû plus qu'un effort structurel en dépenses. En l'absence de bonnes nouvelles en recettes, ce déficit se serait établi à 3,4% du PIB en 2017. Les différentes mesures de redressement décidées par le gouvernement, celles que vous avez évoquées, Monsieur le ministre, à l'instant, étant insuffisantes pour le couvrir. Bien que l'effet des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires en mesures exceptionnelles soit neutre en 2017, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale progresse encore de 0,8% sous l'effet du dynamisme des recettes, pour atteindre 45,4% du PIB, même si j'intègre bien ce qui a été dit, notamment sur, en particulier, la redevance audiovisuelle et un certain nombre de retraitements. Le présent projet de programme de stabilité maintient toutefois l'objectif initial du gouvernement d'une baisse de 1 point de la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale d'ici 2022, avec 44,3% en 2022. Cela resterait malheureusement insuffisant pour revenir sur la hausse observée au cours du précédent quinquennat. Je me tourne vers ce côté-là de l'hémicycle. Au contraire, ce constat, il apparaît que l'amélioration du déficit structurel, qui s'est réduit de 0,5 points l'an dernier, a été essentiellement portée par des effets d'élasticité. Alors, il y aura peut-être, je ne sais pas quel était le débat à l'Assemblée nationale, en tout cas, il n'aura pas lieu au Sénat. Il y a éventuellement une difficulté politique au regard de la règle que nous n'avions pas souhaitée ici, de la fameuse cagnotte. La cagnotte qui avait été introduite par la loi de programmation, puisque cette règle permet de dépenser jusqu'à la moitié des bons résultats qui seraient constatés en exécution sur le solde structurel. À l'époque, nous avions émis les plus grandes réserves. Nous avions considéré que s'il devait y avoir de meilleurs résultats en exécution sur le solde structurel, cela devait aller soit à des baisses de prélèvements obligatoires, soit à des réductions de déficit, mais en tous les cas, pas à des dépenses supplémentaires. C'est la divergence que nous avions eue, et je pense que vous risquez d'être piégé par cette règle de la cagnotte. Parallèlement, l'effort structurel en dépenses s'avère négatif pour la première fois depuis 2012. En outre, l'année 2018 est marquée par un objectif de maîtrise de dépenses moins ambitieux, puisque je me souviens du débat d'orientation des finances publiques, où je crois que Bruno Le Maire évoquait, Monsieur le Ministre, le fait que les dépenses de l'État ne progresseraient pas du tout, à 0% en volume, nous aviez dit à l'époque, et cette fois-ci, vous nous parlez d'une croissance de 0,7. Donc on est un petit peu revenu sur les objectifs initiaux qui étaient la stabilité totale de la dépense publique. Les économies réalisées en 2018, elles s'élèvent à 11 milliards d'euros, j'allais dire seulement, c'est beaucoup à faire certes, mais c'est 2 fois moins, 11 milliards d'euros, c'est 2 fois moins que ce qui avait été invoqué dans le scénario du débat d'orientation des finances publiques. Donc en clair, il me semble que le gouvernement profite de la reprise économique indéniable en Europe et en France en particulier pour renoncer à une partie des efforts de maîtrise de la dépense. Peut-être que le débat va nous éclairer. En tous les cas, on n'est plus dans l'objectif initial qui était la croissance, qui était 0 en volume. La nouvelle trajectoire 2018-2022, proposée par le présent projet de stabilité, doit s'inscrire dans le respect de nos engagements européens, alors qu'il faut le rappeler, même si les choses vont mieux, la France se trouve dans une situation atypique par rapport à ses partenaires européens, notamment quant à son niveau de déficit et de dette publique. La réduction annuelle du déficit structurel prévue par le gouvernement est très inférieure aux prescriptions du pacte de stabilité et elle pourrait même déboucher à l'horizon 2019 sur l'ouverture d'une procédure pour déviation significative. Mais peut-être que la France, le ministre nous éclairera sans doute, souhaiterait une interprétation constructive des règles européennes pour y échapper. Au-delà de ces questions, nous attendons un effort de redressement à la mise en œuvre d'un programme d'économie d'une ampleur inédite, nous dit le gouvernement. Donc je pense que j'aurais souhaité que Action publique 2022, qui est annoncée pour les prochains jours, les premières conclusions arrivent en même temps que la transmission à la Commission de ce programme. Ça a permis de mieux documenter les efforts. En tous les cas, il faut une stratégie crédible de maîtrise de la dépense
et le Sénat vous l'a régulièrement proposé, nous ne ferons pas l'économie d'un débat sur le coût de la masse salariale de la fonction publique, nous ne ferons pas l'économie d'un débat sur les dépenses de retraite, qui représentent, ces deux postes, à eux seuls, près de la moitié de la dépense publique en France. J'achèverai mon propos en indiquant, et c'est là la plus grosse surprise finalement, que ce programme de stabilité ne tient en aucune manière compte de deux annonces récentes, confirmées dimanche soir par le Président de la République, en tous les cas à la télévision, pourtant susceptibles de bouleverser notre trajectoire des dépenses publiques. C'est évidemment la rêve, puisque ces deux dépenses représentent à elles seules 60 milliards d'euros, près de 60 milliards d'euros. Il s'agit évidemment de la suppression totale maintenant de la taxe d'habitation. J'en ai fini, Monsieur le Président. C'est 10 à 14 milliards d'euros, selon qu'on inclut les résidences secondaires ou la dynamisme de la dépense. Bon, le Président de la République vient, heureusement, j'allais dire, d'exclure la création de tout nouvel impôt. Donc, ça veut dire 10 à 14 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour le budget de l'État qui ne figurent pas dans ce programme de stabilité. Deuxième sujet, il n'est pas des moindres, la question de la reprise au moins progressive, au moins partielle de la dette de la SNCF Réseau à compter du 1er janvier 2020. C'est un enjeu qui peut monter jusqu'à 46,6 milliards d'euros, en tous les cas un enjeu qui pèsera très lourdement sur nos finances publiques et qui seront sans doute analysés comme une dépense. Et évidemment, il faudra intégrer ce surcoût dans le surcoût temporaire lié à la opération de reprise dans la trajectoire budgétaire. En tous les cas, on peut regretter que ces dépenses majeures, qui représentent près de 60 milliards d'euros, n'aient pas été intégrées sur un programme qui porte sur des années 2018 à 2022. Alors peut-être que le gouvernement va pouvoir nous répondre mieux sur ces deux sujets de la taxe d'habitation et de la dette SNCF. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Vincent